Le chantier a déjà dépassé la moitié, ce n'est pas une promesse, c'est un fait. Sur 25 hectares à Gawa, un hôpital de référence est en train de s'imposer là où, pendant des décennies, l'absence de soins a décidé qui vivait et qui mourait. 50 milliards de francs CFA ne tombent pas du ciel. Ce type d'investissement n'est jamais neutre. Il signale un choix brutal. Déplacer le centre de gravité du pouvoir, de la parole vers l'infrastructure. Pendant que d'autres régimes expliquent, justifient, négocient. Non, ici, quelque chose avance. 54% achevé, une date butoir fin 2026. Le reste n'est plus une idée, mais une trajectoire. Gawa n'a pas été choisie au hasard, une ville calme, historique, longtemps marginalisée par la géographie et l'oubli. Des centaines de kilomètres parcourus pour un diagnostic, des vies perdues, non par fatalité médicale, mais par distance politique. Ce projet ne corrige pas une faille, il redéfinit la norme. Quand un hôpital peut rivaliser avec des structures européennes ou moyen-orientales, la question n'est plus peut-on soigner? La question devient pourquoi cela n'existait-il pas avant? Bloc opératoire de pointe, pédiatrie, maternité, cardiologie, oncologie, système d'urgence moderne, dossier du numérique, laboratoire capable de réduire l'attente de semaines à des heures. Mais le cœur du basculement est ailleurs, former, loger, évacuer par hélicoptère si nécessaire, construire un écosystème, pas un symbole. Rien de tout cela n'est improvisé, ce n'est pas un geste émotionnel, c'est une architecture de pouvoir qui commence par le corps humain. Quand l'État s'installe là où la mort était banalisée, il ne demande pas la loyauté, il la fabrique. Un hôpital n'est jamais seulement un lieu de soins. C'est un révélateur brutal de ce qu'un pouvoir considère comme négociable et de ce qu'il ne l'est plus. À Gawa, ce qui est en train de se construire dépasse la santé. C'est une ligne rouge tracée contre une vieille logique africaine, celle où l'éloignement justifie l'abandon, où la ruralité sert d'excuse à l'inaction. Pendant des décennies, les habitants ont appris à calculer le risque, voyager ou attendre, dépenser ce qu'ils n'avaient pas ou accepter la perte. Quand un État laisse ce dilemme devenir normal, il délègue silencieusement le droit de mourir. Ce projet inverse ce rapport, non pas en promettant que tout ira mieux, mais en supprimant l'alibi structurel de l'échec. Des milliers de patients par mois, des spécialistes sur place, des diagnostics rapides. Quand ces éléments deviennent accessibles, la résignation perd sa fonction sociale. Et c'est là que la décision devient politique, parce qu'un peuple qui n'accepte plus de mourir en silence n'accepte plus non plus d'être gouverné par le mépris ou l'inertie. Ce chantier n'est pas isolé, il s'inscrit dans une séquence souveraineté, sécurité, infrastructure. La santé arrive au centre non par hasard mais par nécessité stratégique. Un État malade ne produit rien, un peuple épuisé ne défend rien, une population dépendante reste manipulable. Renforcer la santé, c'est réduire la vulnérabilité globale, économique, sociale, politique, et le message est entendu bien au-delà des frontières. Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, quand un hôpital se pense comme hub régional, les frontières cessent d'être des murs médicaux. Ce n'est pas de la charité, c'est une redéfinition du leadership régional. Dans une Afrique de l'Ouest secouée par le terrorisme, le climat et l'instabilité économique, un acte de construction devient un signal stratégique. La coopération peut naître de la capacité, pas de la dépendance. À ce stade, la question n'est plus est-ce que ce projet est ambitieux? La vraie question est plus inconfortable. Que se passe-t-il quand les citoyens goûtent à un État qui agit au lieu d'un État qui explique? Quand un État commence à sauver des vies de manière visible, la relation entre le pouvoir et la population se transforme silencieusement. Ce n'est plus une affaire d'idéologie, c'est une expérience vécue, une mère qui n'a plus besoin de parcourir des routes défoncées pendant des heures, un enfant dont la fièvre est traitée à temps, un vieil homme qui reçoit un diagnostic au lieu d'une prière. Ces scènes ne font pas de bruit, mais elles construisent une loyauté profonde. C'est ici que beaucoup d'analyses se trompent. Elles parlent de popularité. Ce qui se forme à Gawa relève d'autre chose, un contrat implicite. Quand l'État protège le corps, le citoyen commence à protéger l'État. Ce lien n'est pas émotionnel, il est rationnel, il se base sur une réalité tangible. Vivre plus longtemps, vivre mieux. C'est pour cela que la figure au centre du récit provoque autant de réactions. Au début, le nom compte, puis il devient secondaire, parce que ce qui s'impose, ce n'est pas un homme, mais une méthode. Rien n'indique une réponse improvisée à une crise médiatique.
Tout indique une accumulation de décisions cohérentes. La santé n'est pas traitée comme un secteur parmi d'autres, mais comme une infrastructure de stabilité. Une population en meilleure santé travaille, elle apprend. Elle investit, elle résiste mieux aux chocs, aux rumeurs, aux manipulations. À partir de là, un glissement s'opère. Quand les citoyens cessent de craindre la prochaine maladie, ils commencent à se projeter. Quand ils se projettent, ils deviennent plus difficiles à contrôler par la peur. C'est un risque pour tout pouvoir faible. C'est un atout pour un pouvoir qui pense à long terme. Ce projet hospitalier agit donc comme un filtre. Il révèle qui gouverne pour gérer l'urgence et qui gouverne pour restructurer le futur. À mesure que les murs montent, une autre chose s'effondre. L'idée que le progrès africain doit attendre une autorisation extérieure. Si ce modèle fonctionne, il ne restera pas local. Il deviendra contagieux. Et c'est précisément à ce moment-là que le silence devient impossible, que l'adhésion devient un choix et que l'opposition devra expliquer ce qu'elle propose à la place. À partir du moment où un projet commence à produire de la dignité, il cesse d'être technique. Il devient menaçant pour tous ceux qui prospéraient sur l'échec parce que la normalisation de la compétence est toujours subversive. Pendant longtemps, la faiblesse des systèmes de santé a servi d'écran. Elle justifiait l'aide conditionnée, elle entretenait la dépendance, elle fabriquait des élites intermédiaires plus utiles aux bailleurs qu'aux citoyens. Ce qui se construit à Gawa court-circuite ce mécanisme. Quand un pays investit 50 milliards de francs CFA dans une infrastructure qui sauve des vies, il affirme une chose simple mais dangereuse, la survie nationale n'est pas à sous-traiter. Ce choix reconfigure les rapports de force. À l'intérieur, il élève les attentes. À l'extérieur, il réduit l'influence. Et c'est là que la pression commence. Un État qui démontre qu'il peut planifier, financer et livrer un projet de cette ampleur sans déléguer sa vision devient imprévisible pour les anciens centres de décision parce qu'il prouve que la souveraineté n'est pas un slogan mais une capacité opérationnelle. Le plus révélateur n'est pas l'hôpital lui-même, c'est ce qu'il rend obsolète, les discours sur l'incapacité structurelle, les narratifs sur l'Afrique éternellement dépendante. Les justifications morales de l'ingérence, quand des blocs opératoires de pointe fonctionnent à Gawa, l'argument de l'impossibilité s'effondre partout ailleurs, et ce n'est pas un hasard si le soutien populaire devient plus intense à mesure que le chantier avance. Plus les résultats sont visibles, moins la manipulation est efficace. À ce stade, défendre le projet revient à défendre une trajectoire. Pas un homme, pas un régime, une direction. Ce basculement explique une chose que beaucoup refusent de voir. Quand un pouvoir investit dans la vie quotidienne, la loyauté ne se négocie plus, elle s'organise. Et une loyauté organisée est toujours perçue comme une menace par ceux qui n'ont jamais rien bâti de durable. La question n'est donc plus de savoir si ce projet réussira. La vraie question est quels équilibres il est en train de rendre intenables. À ce stade, le projet de Gawa ne peut plus être lu comme une réussite isolée. Il agit comme un stress test politique, parce qu'une fois que l'on prouve qu'un État peut protéger la vie, tout le reste devient comparable. Et donc contestable. Quand un hôpital de ce niveau émerge là où l'on expliquait hier que ce n'était pas réaliste, une question s'impose, brutale. Si cela était possible ici, pourquoi l'inaction ailleurs? C'est ainsi que les projets structurants deviennent dangereux. Ils créent des précédents et les précédents détruisent les excuses. À partir de ce moment, 3 trajectoires s'ouvrent. Première trajectoire, l'acceptation. Si ce modèle est reconnu, reproduit, étendu, alors la norme change. La population cesse de demander la survie. Elle commence à exiger la qualité. Quand la qualité devient une attente collective, les dirigeants futurs ne peuvent de plus gouverner par la pénurie. Un hôpital fonctionnel entraîne des écoles mieux équipées, des routes entretenues, des administrations sommées de délivrer. Le coût de cette trajectoire est clair. Elle oblige à gouverner sérieusement, en continu, sans marge pour le théâtre politique. Deuxième trajectoire, le rejet. Si ce projet est attaqué, discrédité, saboté symboliquement, ce n'est pas parce qu'il échoue, mais parce qu'il réussit trop visiblement. Dans ce scénario, la cible n'est pas le bâtiment, c'est l'idée qu'un État africain peut livrer sans tutelle. Rejeter ce modèle, c'est tenter de restaurer l'ancien équilibre, celui où l'insuffisance est normalisée, où l'urgence permanente empêche toute évaluation de long terme. Mais ce rejet a un prix. Une population qui a vu ce qui est possible n'oublie pas. Elle peut être contenue, mais pas convaincue. Troisième trajectoire, le silence.
la plus fréquente, la plus hypocrite, faire comme si rien ne se passait, ne pas attaquer, ne pas soutenir, espérer que le temps dilue l'impact. Mais le silence, dans ce cas précis, est une stratégie à courte vue, parce que les murs continuent de monter, parce que les patients arriveront, parce que les vies pizzam sauvées le deviendront des témoignages. Quand le concret s'accumule, le non-dit devient une prise de position. Ce qui se joue à Gawa dépasse donc la santé. Il s'agit d'un choix civilisationnel, accepter que l'État redevienne un outil de protection collective ou maintenir un système où la résilience individuelle compense l'échec public. C'est pour cela que la figure centrale du récit s'efface progressivement, le nom importe moins que la dynamique enclenchée, un homme peut être remplacé. Un précédent, non. Si ce projet arrive à terme comme prévu, il redéfinira ce que signifie gouverner en Afrique de l'Ouest. Non par le discours, mais par l'irréversibilité. Et c'est exactement ce qui rend ce moment si inconfortable. Il oblige chacun à choisir un camp, même ceux qui prétendent ne pas en avoir. À mesure que l'hôpital de Gawa se rapproche de son ouverture, le débat change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le projet est réel, il est visible, mesurable, daté. La vraie tension se déplace vers l'après, parce qu'un État qui livre crée une attente structurelle, et cette attente ne disparaît pas avec un discours, ni avec un changement de ton international. Quand les portes s'ouvriront, le pouvoir entrera dans une zone irréversible. Chaque succès deviendra une référence, chaque dysfonctionnement un test de cohérence. C'est ici que la stratégie se révèle pleinement. Former des médecins, créer des centres de formation, assurer le logement du personnel, prévoir l'évacuation médicale aérienne. Ces éléments montrent que le projet n'a pas été pensé comme une vitrine, mais comme un système capable de durer au-delà de l'effet d'annonce. Ce détail est crucial, les projets symboliques peuvent être abandonnés. Les systèmes, non. À ce stade, le leadership cesse d'être incarné. Il devient structurel. Moins le nom est prononcé, plus la méthode s'impose. Et cette méthode produit une conséquence directe. Elle réduit la dépendance émotionnelle au pouvoir. Les citoyens n'ont plus besoin de croire, ils peuvent vérifier. Cette bascule est rare. Et elle est toujours inconfortable pour les élites traditionnelles, parce qu'un peuple qui vérifie ne se contente plus de récits, il exige des résultats reproductibles. C'est aussi pour cela que la santé est un terrain stratégique, elle touche tout le monde. Elle ne se relativise pas, elle ne se délocalise pas. On peut déplacer un discours. Pas une urgence médicale à partir du moment où les habitants de Gawa, puis des régions voisines, expérimenteront concrètement ce changement, le projet cessera d'être un cas particulier. Il deviendra une norme implicite, un étalon. Et quand un étalon existe, tout ce qui est en dessous devient politiquement fragile. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, c'est plus efficace que cela, c'est une érosion lente des anciens équilibres au profit d'un État évalué sur sa capacité à protéger la vie. À ce stade, la question finale commence à émerger sans encore être formulée à voix haute. Si cela est possible ici, jusqu'où peut-on aller ailleurs? À ce point de la trajectoire, le projet de Gawa cesse d'être un événement, il devient un miroir tendu à l'État, mais aussi aux citoyens, aux voisins, aux partenaires silencieux. Parce qu'une fois que la capacité est démontrée, l'inaction n'est plus une contrainte, c'est un choix. Ce que révèle ce chantier, ce n'est pas seulement ce qui est possible au Burkina Faso, c'est ce qui ne peut plus être justifié ailleurs. Pendant longtemps, la fragilité a servi de récit protecteur, elle expliquait les retards, elle excusait les manques, elle désarmait la comparaison. Ce récit est en train de se fissurer. Quand un pays confronté à l'insécurité, aux pressions économiques et à l'instabilité régionale parvient malgré tout à livrer une infrastructure de cette ampleur, la barre se déplace pour tous les autres. C'est ici que le malaise apparaît. Certains verront dans ce projet une exception, un cas particulier, une anomalie. Mais l'exception, une fois observée, devient une question insistante. Qu'est-ce qui empêche sa reproduction? Plus le temps passe, plus la réponse devient inconfortable. Parce qu'elle n'est plus technique, elle est politique. Ce moment marque une rupture subtile mais profonde. Le débat ne porte plus sur la légitimité d'un leadership, mais sur la crédibilité de ceux qui n'ont rien à opposer à ce modèle. Le silence devient un aveu, la critique abstraite, une fuite.
la comparaison inévitable. Et pour les citoyens, une autre dynamique s'installe. Ils commencent à se projeter au-delà de la survie, à formuler des attentes, à imaginer des standards. C'est ainsi que naît une pression durable, pas par la rue, pas par le slogan, par l'expérience. Un État qui a déjà prouvé qu'il peut est désormais jugé sur ce qu'il n'a pas encore fait. Ce basculement est lent mais irréversible. Il transforme la relation au pouvoir sans bruit, sans rupture brutale, mais avec une efficacité redoutable. À ce stade, la question n'est plus qui dirige ? La question devient jusqu'où sommes-nous prêts à accepter moins que ce qui est désormais possible ? Quand les portes de l'hôpital de Gawa s'ouvriront, il ne s'agira pas d'une inauguration, ce sera une ligne de non-retour parce qu'à partir de ce moment, plus personne ne pourra prétendre ne pas savoir, des vies sauvées remplaceront les discours, des couloirs remplis remplaceront les promesses. Des résultats mesurables remplaceront les récits. Ce projet aura fait une chose essentielle. Il aura déplacé le débat du champ idéologique vers le terrain du réel. Et ce déplacement est irréversible. Si ce modèle est accepté, alors l'exigence deviendra la nouvelle norme. Gouverner sans livrer ne sera plus toléré. La médiocrité cessera d'être excusable. Si ce modèle est rejeté, ce rejet devra être assumé. Car refuser ce qui protège la vie revient toujours à défendre autre chose que l'intérêt collectif. Et si le silence persiste, il ne protégera personne. Il deviendra une position lisible, jugée. Ce qui s'est joué à Gawa dépasse le Burkina Faso. C'est une démonstration silencieuse adressée à toute une région. Un rappel que la souveraineté commence là où l'État protège concrètement. Ce récit n'impose pas une admiration, il impose une question. À partir du moment où l'on sait que c'est possible, que choisit-on de tolérer encore ?